Vous êtes bien sur Radio Orient, nous sommes avec David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. Gros plan sur le bilan de la visite du prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman, un déplacement de 2 jours à Paris, un déplacement aux enjeux très importants, économiques, géopolitiques également. Tout simplement, quel bilan, David Rigoulet-Rose, faites-vous de ce déplacement de 2 jours, un déplacement rare également, c'est important de le souligner. Oui, oui, le prince héritier Mohamed bin Salman ne se déplace pas hors du royaume fréquemment. Son dernier déplacement, c'était à Washington fin 2025. L'année précédente, c'était en Égypte. Et il a choisi effectivement, pour la première fois depuis le lancement de la guerre dans le Golfe, de venir en France. Donc c'est une manière de marquer qu'il y a une relation particulière, effectivement, avec Paris. Il faut rappeler qu'il y a eu un déplacement d'Emmanuel Macron en décembre 2024 à Riyad et que ça avait donné lieu sur place à la mise en place d'un partenariat stratégique dont le Conseil vient de faire la première réunion justement à Paris lors de la visite de 2 jours du prince héritier, qui est importante à plusieurs titres. Pourquoi Riyad a choisi Paris? La France est un interlocuteur important au niveau du Golfe. Il y a des partenariats avec plusieurs pays et il se trouve qu'il y a aussi une convergence de vues sur un certain nombre de sujets clés qui font que ça permet à ce partenariat stratégique d'être approfondi aujourd'hui, à la fois dans son volet économique, mais aussi dans son volet géopolitique stratégique. Le volet économique, la signature d'un contrat pour la création de plusieurs parcs à thème, hein, cela pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois, 22 000 selon le président Emmanuel Macron. C'est particulièrement important aussi pour l'économie française, pour l'économie locale. Ah, c'est jamais négligeable, surtout qu'il y a dans le Memorandum of Understanding, c'est le deuxième, hein, qui a été validé lors de la visite du prince héritier saoudien. C'est 6 milliards qui sont envisagés, c'est quand même une somme très importante. Vous évoquez près de 22 000 emplois attendus, le développement d'infrastructures hôtelières, de restauration, voire la construction de logements pour des jeunes actifs et des étudiants. Donc en termes d'emploi, évidemment, c'est susceptible de donner, d'être très profitable, effectivement, puisqu'il faut rappeler que c'était une friche industrielle. C'était l'échec de Mirapolis des années 1987-1991. Je rappelle hein, que c'est à Cergy, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, Courtemanche. Et donc, il y avait eu un parc à thème qui avait été un échec commercial. Et depuis, il y avait une forme de friche industrielle qui offre l'opportunité aujourd'hui, effectivement. Alors, il n'y aurait pas un parc, il y en aurait trois, dont un consacré à Dragon Ball Z, le manga japonais, qui serait en fait la déclinaison d'un parc équivalent à Qiddiya, en Arabie Saoudite, qui est le grand centre justement de loisirs, d'activités, de parc à thème du royaume, où il y a d'ailleurs aussi Aqua Arabia, hein, avec des montagnes russes, etc. Donc en réalité, ce serait une déclinaison. Les deux autres parcs, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est un projet d'envergure, effectivement, qui suscite des interrogations, parfois des critiques. Ça tient évidemment à la personne controversée, à la personnalité controversée du prince héritier, au regard de ce qui a pu se passer il y a quelques années concernant le journaliste Jamal Khashoggi. Mais c'est toujours bienvenu en termes économiques, évidemment. Surtout dans un contexte où la situation budgétaire française est celle qu'on connaît. On voit hein, que cet accord, ce contrat a été salué par une très large partie hein, de la classe politique, notamment par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Sur le plan géopolitique, on voit que Riyad se tourne vers Paris en Europe et chez ses voisins ou parmi les pays plus proches, la Turquie et le Pakistan avec cet accord tripartite signé tout récemment. Oui, alors pour ce qui est de la France, d'ailleurs, il serait bon d'évoquer le fait que le FIP, le Fonds d'investissement public, a créé son premier bureau européen en France. Ça montre la place particulière de la France. Et en termes stratégiques, évidemment, avec le partenariat, oui, il y a une forme de diversification des alliances, on va dire, saoudiennes, pour ne pas dépendre exclusivement de la sécurité américaine, sur lesquelles,
des doutes affleurent depuis un certain temps. Et donc, il y a la recherche d'une diversification de ces alliances, à la fois au niveau régional. Vous évoquez le pacte avec la Turquie et le Pakistan, précédé de l'alliance avec le Pakistan en septembre 2025, et aussi avec des acteurs occidentaux, européens notamment, et donc la France, qui est déjà présente dans les Émirats avec une base interarmée, et dont la crédibilité, on va dire, est effectivement jugée importante en creux des doutes qui ont surgi sur justement la crédibilité et la fiabilité américaine. Enfin, une question très importante, hein, la question palestinienne. On se souvient que c'est avec Paris que Riyad souhaite tenir une grande conférence internationale pour aider l'armée libanaise. C'est avec Riyad que Paris a reconnu officiellement l'existence d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, eh bien, la situation semble stagner. Les violences perdurent à Gaza et en Cisjordanie occupée. La phase 2 du plan Trump n'est toujours pas pleinement active. Il y a un blocage de ce côté-là, malgré des convergences communes très importantes. Ah bah, du côté franco-saoudien, oui, il y a des convergences importantes. On l'a vu lors de l'initiative justement franco-saoudienne au profit de la problématique palestinienne dans le cadre de l'ONU. Même si concrètement sur le terrain, effectivement, il y a une obstruction sur la mise en œuvre de la phase 2. Chacune des deux parties, le Hamas d'un côté et le gouvernement israélien, étant dans une situation de défiance respective. Et donc, il y a cette phase 2 qui n'est pas achevée, qui n'est pas concrétisée, qui prévoit normalement la démilitarisation, en tout cas le désarmement du Hamas, pour envisager une phase, une troisième phase qui serait la mise en œuvre de la reconstruction, dans laquelle évidemment les pétromonarchies seraient éventuellement partie prenante sur le plan financier, mais on n'en est pas là justement. Et puis vous évoquez la question libanaise, c'est intéressant parce que pendant plusieurs années, il y a eu un désengagement de l'Arabie saoudite par rapport justement à la question des financements de l'armée libanaise, au motif qu'il y avait une emprise trop importante du Hezbollah et donc une hypothèque justement par Téhéran pour une amélioration de la situation. Les choses ont changé avec justement après le 7 octobre 2023 et aujourd'hui la situation fait que la France aimerait qu'il y ait un réinvestissement de Riyad justement pour soutenir financièrement notamment le développement, le renforcement de l'armée libanaise au détriment de la milice du Hezbollah.